Vous le savez déjà, dans One Piece, il y a plein d'événements non canon, que ce soit dans les arcs hors série, les films ou même certains jeux One Piece, il existe de nombreux personnages vraiment incroyables, charismatiques, attachants et fascinants, au point qu'on aimerait les voir dans l'histoire principale de One Piece, même si c'est presque impossible. Salut à tous et bienvenue sur Sensekai. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale qui va concerner les personnages non canons de One Piece qui nous ont tous marqués. N'hésitez pas à donner votre avis dessus, c'est toujours super cool d'avoir plusieurs commentaires et pouvoir débattre avec vous. Aussi de vous abonner et de partager à vos potes si ce genre de contenu vous plaît, ça nous ferait giga plaisir. Merci à vous et bonne vidéo. On passe pas mal de temps sur le web à naviguer sur des centaines de posts sur des forums, que ce soit Twitter ou Reddit, et on est tombé sur un post amino qui nous a vraiment intéressé et que nous avons jamais vu personnellement sur YouTube ou quoi que ce soit. On a bien entendu demander à l'auteur l'autorisation de reprendre son post pour vous la partager en vidéo. On a d'ailleurs mis en description le post amino pour aller check. On remercie Chignon pour son autorisation. Avec tous ces hors-séries viennent des personnages inédits, des personnages propres à leur événement et malheureusement pour certains non canons. Bien que certains arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme par exemple Le vice-amiral Jonathan qui a pu apparaître à l'espace d'un instant dans la série hors de son arc filler, bien que ce soit toujours une apparition exclusive à l'anime. Cependant, il ne faut pas oublier que même si les personnages sont hors série, ils font quand même partie du magnifique monde de One Piece et contribuent et le rendent encore plus beau, grand, profond, complet et surtout complexe. Et ça, c'est juste merveilleux. Commençons et revenons-en à Jonathan. Ce personnage apparaît pour la première fois à l'arc G8 et il est le principal antagoniste de cet arc. Il est vice-amiral de la marine et il est réputé pour être une personne agréable et généreuse avec ses proches. Il est très attaché aux membres de sa base. Militaire ou non, qu'il considère comme sa famille. Jonathan a tendance à passer son temps à pêcher la nuit et il est souvent vu en train de se détendre et de méditer. Mais, malgré cela, c'est quelqu'un de très stratégique. Quand les Mugiwara ont atterri dans sa base après leur aventure sur l'île Céleste, Il avait pour but de les capturer en tant qu'officier de la marine et c'est complètement normal. malgré tout, il ne les méprisait pas du tout, car même s'ils ont réussi à s'échapper de la base, Jonathan n'avait aucune rancune contre eux, il s'est même mis à les respecter pour leur avoir échappé. en plus de tout ça, il était même heureux que la présence des Mugiwara ont uni les marines du G8. On sait aussi que Jonathan est le petit protégé d'Akainu et il déclare même être le préféré de ce dernier. Mais malgré tout, ses idéaux de la justice sont à l'opposé de celles d'Akainu qui, lui, est un croyant de la justice absolue, qui est prêt à tuer lui-même des civils si cela permet de maintenir la paix. Cela vous rappelle pas quelque chose quand on dit ça? Et oui, on avait déjà fait une théorie sur Aokiji, il y a maintenant un an, où on compare sa vision à celle d'Akainu, et c'est vraiment intéressant, donc allez la voir. Bref, reprenons. Jonathan, lui, est plus un croyant de la justice morale qui est prêt à laisser les criminels indépendamment aux commandes en fonction de la situation, ça les critique ou pas. Pour conclure sur ce personnage, il nous a personnellement marqué pour sa vision de justice concernant les pirates et sa grande générosité envers les soldats qu'il considère comme sa famille. C'est l'un des seuls vice-amiraux de One Piece avec un grand cœur et surtout c'est l'un des meilleurs personnages des hors-série. Continuons maintenant sur un autre personnage hyper intéressant. Souvenez-vous, entre l'arc de Zou et celui de Big Mom, pour ceux qui regardent l'anime, on a eu le droit à un petit arc hors-série qui était vraiment intéressant. C'est l'arc Marine Rookie. Dans cet arc, on découvre un certain personnage. Grant, il n'a que 17 ans, mais il occupe déjà le rang de capitaine. C'est un jeune homme agressif, arrogant, conscient de sa force et hyper compétitif. Il est persuadé qu'il est capable de battre Big Mom. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a demandé à être muté dans une base de la marine à proximité de son territoire, ce qui montre son énorme arrogance. Il respecte aussi énormément l'ancien amiral Kuzan, qui a été à la fois son sauveur dans son passé ainsi que son mentor. On apprécie vraiment ce style de personnage qui a de grosses couilles. Parce que c'est un manga de pirates et on est des rat pieds ici. Ensuite, on peut parler de son fruit du démon. Petite anecdote d'ailleurs, Grant a été créé par Oda directement si vous ne le saviez pas. Dans son enfance, il a mangé un fruit du démon de type Zoan. Son fruit modifie son bras gauche, le faisant ressembler à un énorme bras velu rouge avec des griffes au bout de ses doigts. Le bras possède une force énorme et il est capable de déclencher des coups très puissants. Dites-vous qu'il a presque rivalisé avec Luffy en Gear Second. Grant a tout pour devenir un excellent personnage du genre à prouver le critique d'une situation par sa seule présence. Un peu comme Shanks et son équipage quand ils sont arrivés à Marineford. Même si Grunt n'est que son capitaine pour l'instant, il a un lourd passif, Une détermination solide, un objectif peu commun un mentor de première classe. et un pouvoir vraiment original. Et surtout, Oda a participé à sa création avec l'équipe d'animation. Pour moi, cet homme a tout d'un personnage principal. Je dirais même que si le personnage principal de One Piece devrait être un soldat de la marine et qu'on nous laissait voter pour le choisir, moi je voterais pour Grant, objectivement. Parlons d'un arc qui nous a personnellement touché en termes d'émotion car il nous a vraiment abattus. C'est d'ailleurs le tout premier hors-série de One Piece. C'est l'arc Apis, Un arc nous présentant pour commencer une jeune petite fille se nommant Apis. que les Mugiwara rencontrent par hasard dans l'océan juste après qu'ils soient partis de l'Octobre. Apis raconte aux Mugi qu'elle est actuellement poursuivie par des navires de guerre de la marine en leur demandant de l'aider à retourner à son village natal qui se nomme l'île du navire de guerre. Ce que les Mugiwara n'hésitent pas à lui répondre oui et l'aider. Pendant le voyage, les Mugi passent par Calm Belt. D'ailleurs, on trouve ça un peu bizarre qu'il passe pour la première fois par Calm Belt dans un hors-série qui n'est pas un épisode canon. Enfin bref, reprenons. Une fois qu'ils se sont échappés de Calm Belt, ils réussissent à atteindre l'île natale d'Apis. Et on découvre ensuite qu'Apis a un fruit du démon se nommant le Iso-Isonomi qui lui permet de communiquer avec les animaux. Elle a la même capacité que Chopper de comprendre les animaux. Même si pour lui c'est normal de communiquer avec les animaux car
car c'est un animal de base. On apprend ensuite qu'elle utilise son fruit du démon spécialement pour un dragon millénaire afin de se lier d'amitié avec lui. Ce dragon se nomme Ryuji et on apprend malheureusement qu'il est au seuil de la mort. Apis rencontra Ryuji dans une grotte en suivant le son de la voix grâce à son fruit du démon jusqu'à finalement trouver Ryuji qui était très triste d'être séparé de Sion. Elle passa une année à ses côtés et lui promit de l'aider à retrouver l'île perdue et de le ramener au nid des dragons. Ryuji a offert une griffe du dragon millénaire à Apis et en a fait un collier. On apprend donc que le véritable objectif d'Apis est d'aider Ryuji à retourner auprès des siens afin de rendre Apis heureuse et aussi Ryuji. Mais le souci, c'est qu'ils ne savent pas où se trouve l'île de Ryuji qui se nomme le nid des dragons, en sachant que Ryuji était vraiment vieux. Et il n'en se souvenait plus de la localisation de son île, car sa mémoire lui faisait vraiment défaut. D'ailleurs, Luffy, en dehors d'Apis, est le seul à comprendre Ryuji. Et cela a même choqué Apis en lui demandant comment il a compris. Et il lui répondit, je sais pas. Cela me fait vraiment penser à la voix de toute chose où Luffy entendait les rois des mers. C'est donc un foreshadowing de la part de la Toei, et tout ça sera hors série en plus. Ah, c'est vraiment des génies. Bref, il faut aussi savoir que Ryuji était recherché par la marine car il peut être utilisé pour faire un élixir très puissant et précieux, offrant l'immortalité. Un commandant de la marine se nommant Commodore Nelson Royal a embauché Eric, un utilisateur du fruit du démon, le Kamakama no Mi, qui permet à son utilisateur de faire pousser ses ongles afin d'attaquer avec. Oui, je sais, c'est vraiment nul comme fruit. Enfin bref, comme je le disais, Nelson Royal a embauché Eric pour aider à obtenir Ryuji. Mais ce dernier compte bien désobéir et garder le dragon à lui tout seul. Revenons-en donc au Mugiwara. Ils ont pris un chemin au hasard en espérant tomber sur l'île du nid des dragons car ils avaient vraiment zéro solution pour y aller. Mais un miracle se réalisa et Ryuji s'est souvenu subitement d'une île se situant à l'est de l'île du vaisseau de guerre qui est l'île natale d'Apis. On vous le rappelle, et c'est après avoir traversé une violente tempête que la petite troupe arriva sur l'île des souvenirs de Ryuji sur laquelle ils trouvèrent quelques indices démontrant que l'île du nid des dragons se trouvait probablement sur l'île du vaisseau de guerre. Malgré le fait que ceci ne rafraîchisse pas la mémoire de Ryuji, Apis et les pirates retournèrent sur l'île du vaisseau de guerre en y trouvant la marine où ils n'y s'y attendaient pas du tout et ils durent affronter Eric ainsi que la marine. Eric prit Apis en otage durant le combat, ce qui mit Ryuji en colère. Le dragon se joignant ainsi au combat pour aider Apis mais finit par tomber sur la surface de l'océan abattu par un coup de canon de Nelson Royal. Juste avant de sombrer définitivement sous l'eau, il dit ces dernières paroles à Luffy qui nous a vraiment mis mal. Il lui dit qu'il a atteint son objectif et il meurt juste après. Cette scène nous a littéralement dépité car on n'aurait jamais pu voir Ryuji revoir ses membres et donc être heureux de nouveau. C'est tellement frustrant et triste. En sachant qu'Apis était vraiment attristée car elle n'a pas pu tenir sa promesse de l'aider à retrouver les siens et surtout elle a perdu son meilleur ami. À ce moment-là, on n'avait plus aucun espoir pour Ryuji. Mais une île qui était engloutie sous la mer refit surface. Et des dragons millénaires arrivèrent en même temps. Il s'agissait de l'île perdue. C'était l'île natale de Ryuji. L'île sur laquelle les dragons millénaires viennent pour mourir et renaître. Et Ryuji n'échappe pas à la règle. Un œuf de dragon se trouvant mystérieusement sur l'île au moment où elle a refait surface. Éclos, faisant naître un bébé dragon qui se tourna immédiatement vers Apis dès qu'il ouvrit les yeux. Et à ce moment-là, on a compris. C'était probablement Ryuji qui venait de renaître. Voilà. En soi, si on met cet arc dans cette vidéo, c'est pas pour parler de charisme ou quoi que ce soit comme les deux autres personnages qu'on a parlé précédemment, mais pour son scénario émotif. En plus, Apis est le seul personnage d'hors série où Luffy lui propose de rejoindre son équipage. Mais cette dernière refuse en disant qu'elle est trop jeune et préférait protéger le nid des dragons. On espère sincèrement revoir Apis et Ryuji plus tard dans l'anime pour voir ce qu'ils sont devenus car c'était tous les deux des personnages vraiment attachants. Et on va finir sur Puzzle le Phoenix. Clairement l'un de nos personnages préférés. Regardez juste son chara design, je pense que ça met tout le monde d'accord. Puzzle est le capitaine de l'équipage du Phoenix et un protagoniste majeur de l'arc chasseur de glace qui a aussi d'ailleurs été conçu par Oda lui-même. C'est un pirate qui se bat avec une grande chaîne qui maîtrise avec une dextérité peu commune, dont la prime est de 100 millions de berries et qui a pour but de devenir le roi des pirates comme Luffy. Déjà là, juste sur cette petite présentation, il lagarde le flow. Pour sa petite histoire, après avoir traversé la première moitié de Grand Line, Puzzle et son équipage ont poursuivi leur aventure dans la deuxième partie du monde, plus connu sous le nom du Nouveau Monde, mais se sont fait attaquer par des ennemis surpuissants contre qui ils ne pouvaient pas gagner. Ce n'est que grâce au sacrifice de son second que Puzzle parvint à fuir le combat et à quitter le Nouveau Monde avec son équipage. Puzzle et son équipage s'étaient taillé une réputation telle que le fait de voir leur bateau effrayer l'ennemi qui choisissait de fuir avant même d'engager la moindre action violente. Malgré cela, ils étaient totalement impuissants face aux adversaires auxquels ils ont fait face dans le Nouveau Monde. Ils ont frôlé de près la mort. Ce qui nous prouve bien la dangerosité de s'aventurer dans la deuxième moitié de Grand Line lorsqu'on vient de finir de traverser la première. Et que si l'équipage au chapeau de paille ne s'était pas entraîné pendant 2 ans, il leur serait certainement arrivé la même chose qu'à Puzzle et son équipage. Donc merci à Puzzle et aussi à Kuma qui a fait éviter un tel désastre. Et pour la deuxième et dernière petite anecdote de la vidéo, il a été le premier allié non canon des pirates au chapeau de paille avec une prime connue. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'oubliez pas le like si vous avez aimé et de vous abonner pour suivre notre contenu. C'était Sensekai et à plus pour une prochaine vidéo.